L'histoire de la guerre a été celle de batailles centrées sur ou autour des grandes villes ou des zones de population, remontant au jour où les tribus se formaient pour une protection collective, puis développées en des systèmes politiques et économiques complexes, concentrés dans les plus grands établissements, qui à leur tour sont devenus les capitales des nations. Certaines des batailles les plus célèbres de l'histoire ont été centrées sur l'effort d'une armée pour capturer une grande ville et les efforts d'une autre pour la défendre. Cela inclut la campagne grecque contre Troie, le sac de Constantinople et la bataille pour Berlin. Chaque guerre a ses batailles pour les villes, et en 2003, alors que les forces américaines, principalement aidées par le Royaume-Uni, envahissaient l'Irak de Saddam Hussein, les planificateurs à Washington savaient qu'à un moment donné, leurs troupes devraient entrer dans la capitale irakienne de Bagdad s'ils voulaient à jamais renverser le dictateur du Moyen-Orient et son gouvernement, comme c'était l'objectif de la mission de l'opération Liberté pour l'Irak. Personne n'était sous l'illusion que Bagdad serait une noix dure à craquer. Et malgré l'avantage technologique dont jouissaient les forces américaines, des années d'expérience opérationnelle du Vietnam à la Somalie ont dit aux commandants américains qu'au final, cela dépendrait en grande partie du talent et de l'esprit de combat de l'infanterie. C'est l'histoire de la chute de Bagdad. Bienvenue aux guerres du monde. En 1991, suite à l'invasion du Koweït voisin par Saddam Hussein, qui a envoyé des ondes de choc à travers l'économie mondiale en raison de la menace que cela représentait pour les stocks de pétrole mondiaux, les États-Unis ont dirigé une force militaire multinationale, comme le monde n'en avait jamais vu auparavant, pour chasser l'armée de Saddam Hussein de la petite nation riche en pétrole. L'opération Tempête du désert, référence pour les conflits ultérieurs, a vu un emploi généralisé de la puissance aérienne avec des frappes de précision ouvrant la voie vers le Koweït aux troupes terrestres. En seulement 43 jours, l'armée de Hussein, à ce moment-là la quatrième plus grande du monde avec jusqu'à 900 000 soldats, a été décimée et le Koweït était libre. De nombreux dirigeants occidentaux, en particulier le président américain George Bush, voulaient en poursuivre l'armée irakienne en retraite et évincer Saddam Hussein du pouvoir, croyant que cela garantirait la stabilité régionale. Cependant, beaucoup des alliés arabes régionaux, qui avaient soutenu l'opération Tempête du désert, s'opposaient à ce qu'une armée dirigée par l'Occident continue la guerre après la libération du Koweït. Et donc les États-Unis ont mis fin à la guerre avec le sentiment que la mission était incomplète. En guise de compromis, l'Irak a accepté de laisser les inspecteurs d'armes de l'Organisation des Nations Unies entrer dans leur pays pour observer la destruction de son arsenal d'armes de destruction massive ou armes de destruction massive comme stipulé dans le processus de paix. C'était une entreprise frustrante car les inspecteurs rencontraient souvent de la résistance de la part des Irakiens, amenant les responsables américains et britanniques à soupçonner que Hussein stockait secrètement des armes chimiques et biologiques ainsi que les moyens de les livrer dans des endroits secrets du désert irakien attendant l'opportunité de les utiliser. Cette menace perçue a augmenté de manière exponentielle à la suite des atrocités du 11 septembre perpétrées à New York et à Washington DC en 2001. Les États-Unis, maintenant sous la présidence du fils de Bush, George W. Bush Jr. a présenté l'Irak comme un soutien de la guerre contre la terreur, ciblant les Américains. Soulignant les échecs de l'Irak à se conformer aux inspecteurs et à certains rapports de renseignement douteux, Bush s'est rendu à l'Organisation des Nations Unies à la recherche d'une résolution pour autoriser l'action militaire, soutenue principalement par le Premier ministre britannique Tony Blair. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a fait de nombreuses demandes pour que Saddam Hussein se conforme aux équipes d'inspection de l'Organisation des Nations Unies, mais s'est abstenu d'autoriser le président Bush à diriger une invasion. Avec la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine fermement opposées à la Grande-Bretagne et aux États-Unis et menaçant de veto toute résolution, le Conseil était dans une impasse, laissant Bush autoriser l'action militaire américaine sans l'approbation de l'Organisation des Nations Unies sur la base que l'Irak ne respectait pas ses obligations de sécurité internationale et représentait une menace directe pour la sécurité des États-Unis. Et, selon ses mots, les États-Unis n'avaient pas besoin de la permission de l'Organisation des Nations Unies. Le 17 mars, Bush a donné à Hussein et à ses fils 48 heures pour se rendre effectivement en Irak et quitter le pays, mais cet ultimatum a été ignoré. Ainsi, soutenu par la Grande-Bretagne et de plus petits contingents militaires de l'Australie et de la Pologne, l'opération Liberté irakienne a commencé le 19 mars 2003 et certaines des premières cibles touchées étaient à Bagdad et ses environs.
La liberté irakienne a toujours été conçue comme une campagne courte, à la fois pour limiter les pertes de la coalition et pour tempérer l'opinion internationale qui était largement contre, l'invasion étant considérée comme illégitime par beaucoup étant donné qu'il n'y avait pas de résolution de l'Organisation des Nations Unies soutenant l'opération. Affaiblie par la guerre de 1991 et plus d'une décennie de sanctions, l'armée irakienne ne pouvait que retarder la force d'invasion, mais ne pouvait pas l'arrêter, et après seulement 2 semaines, les troupes de la coalition s'approchaient rapidement des périphéries de la capitale. Bagdad était la tête proverbiale de l'Irak de Hussein, et donc, la Cooper, pour ainsi dire, était considérée comme le moyen de tuer le corps et d'atteindre la victoire. Tous les principaux bureaux du gouvernement du pays étaient situés dans un district administratif, tout comme le palais de Hussein, largement coupé du reste de la ville par le fleuve Tigre qui traversait la métropole arabe. L'une des premières frappes des tours d'ouverture visait à tuer Hussein, lorsque les renseignements suggéraient qu'il serait dans un bunker de la ville en réunion avec ses dirigeants. Si elle réussissait, on espérait qu'elle accélérerait la chute de son régime, mais finalement Saddam a survécu à cette attaque. La ville était défendue par des unités régulières de l'armée irakienne, ayant survécu jusque-là aux frappes aériennes de la coalition et jusqu'à 4 divisions de la réputée garde républicaine. À la fin de mars, le nombre de défenseurs a augmenté avec l'incorporation de groupes paramilitaires et paramilitaires et de volontaires qui ont pris les armes contre ce qui était de plus en plus perçu par les musulmans du monde entier comme une guerre contre l'islam menée par l'Occident. À cette époque, Saddam Hussein redoutait probablement davantage un coup d'État que les forces d'invasion menées par les États-Unis. Il a donc commencé à démanteler ses unités militaires les plus fidèles pour créer des unités hybrides à partir de tous les aspects de sa force de défense. L'idée étant que les éventuels conspirateurs ne sauraient pas en qui ils pourraient avoir confiance dans leur nouvelle formation et donc ils seraient moins susceptibles de suggérer une trahison. Avec leur infrastructure de commandement et de contrôle habituelle, rendue inefficace par la puissance aérienne de la coalition, les commandants irakiens ont utilisé des coursiers pour organiser la défense de la ville d'une manière pas trop différente de la façon dont Adolf Hitler a commandé la défense de Berlin en 1945. Les Irakiens ont utilisé des barrières rapidement construites, en utilisant des camions, des décombres ou tout ce qui pouvait être poussé sur les routes pour retarder les troupes de la coalition, et ils ont détruit les ponts sur la rivière Diyala pour bloquer les approches de l'est de Bagdad. Maintenant, tout ce que Hussein pouvait faire était d'attendre l'inévitable. Les planificateurs de la coalition espéraient que, comme en 1991, la puissance aérienne pourrait réduire les forces irakiennes jusqu'à ce qu'elles ne soient plus viables, et forcer Hussein à se rendre, ou au moins à fuir le pays, laissant son successeur négocier une paix avant qu'il n'ait à entrer dans la ville. Bien qu'on dise souvent que les politiciens et les commandants militaires sont en désaccord sur beaucoup de choses, la seule chose sur laquelle ils étaient d'accord en 2003 au moins, c'était que le combat urbain devrait être évité ou limité autant que possible, car les rues étroites rendaient difficile le mouvement des armées mécanisées modernes et offraient de nombreuses occasions aux défenseurs de lancer des embuscades. S'ajoutait à cela le potentiel de pertes civiles élevées, ce qui préoccupait beaucoup les dirigeants politiques à Washington et à Londres, étant donné à quel point le soutien à la liberté irakienne était faible, même à ce stade précoce. Les images de civils tués par des frappes aériennes de la coalition auraient des répercussions majeures au niveau national et international. Ainsi, il a été convenu qu'au lieu de prendre la ville bloc par bloc, les troupes de la MITIB de la coalition devraient plutôt se concentrer sur des lieux clés, tels que les bureaux gouvernementaux de haut niveau et les positions de défense fortifiées. En écrivant en 2020, le major Nicolas Fiore de l'armée américaine a souligné les 5 phases historiques de la capture d'une ville comme Bagdad que les planificateurs de la coalition devaient aborder alors qu'ils se préparaient à apporter le combat au seuil de la porte de Saddam. La première phase concernait l'approche de la ville, dégageant un chemin vers la cible qui pourrait être défendue contre une contre-attaque et fournir les lignes de ravitaillement logistique nécessaires pour les forces avancées. La deuxième phase se concentrait sur l'isolement de la ville du reste du pays ennemi, empêchant des personnalités de haut rang comme les membres du gouvernement de s'échapper par une brèche dans les lignes américaines et empêchant les fournitures et les renforts d'atteindre les défenseurs. La troisième phase concernait l'assaut initial sur la ville, en brisant les défenses extérieures et en établissant des points sûrs à l'intérieur des limites de la ville pour servir de tremplin pour les attaques de suivi. La quatrième phase était centrée sur la capture d'objectifs clés qui sont avantageux pour l'attaquant, tout en entravant considérablement la capacité du défenseur à continuer à résister. Cela inclut les ponts et les liens de transport clés tels que les autoroutes et les infrastructures aériennes ou ferroviaires.
Et enfin, la phase 5 voit les attaquants éliminer les derniers bastions de résistance, imposer une forme de contrôle sur la population restante et cimenter le rôle de la ville dans le conflit en cours en tant qu'outil des forces d'occupation. En avançant, nous verrons comment les forces américaines ont suivi ce modèle et évalueront leur succès. Il n'y a jamais eu de doute que Bagdad deviendrait un champ de bataille en 2003. Les forces américaines et de la coalition ont vaincu leurs adversaires irakiens sur le champ de bataille et ont ouvert la voie vers la ville irakienne. Lors de la préparation de la bataille, l'aviation de la coalition a mené des frappes ciblées dans et autour de la ville. De nombreuses cibles visaient des sites de défense aérienne ou l'infrastructure de la garde républicaine. Bien que des efforts prudents aient été faits pour éviter les victimes civiles, les frappes ont eu un effet psychologique profond sur la population qui voyait souvent son ciel nocturne briller en orange et le sol trembler des détonations, ce qui, combiné à une campagne de largage de tracts, visait à faire sentir à tout défenseur potentiel de la ville que la situation était désespérée. Les images des frappes ont été diffusées dans le monde entier par des équipes de nouvelles dans la ville, mais cela a eu des résultats mitigés pour l'administration Bush à Washington et le gouvernement de Tony Blair à Londres. Ont vu les images comme bouleversantes et ont alimenté le sentiment anti-guerre qui s'était déjà installé dans les deux pays. De plus, c'est lors de l'une de ces frappes aériennes, le 22 mars, qu'un tornado de la Royal Air Force a été abattu par erreur par une batterie de missiles solaires patriotes américaines, tuant le lieutenant de vol de l'équipage aérien Kevin Maine et le lieutenant de vol Dave Williams. Dans la lutte pour Bagdad, 3 avions américains seraient également perdus. Les principales forces chargées de prendre la ville étaient la 3e division d'infanterie de l'armée américaine et la 1re division des marines. Les commandants américains étaient désireux d'éviter que les rues ne se transforment en bains de sang entre leurs propres troupes et les défenseurs de la ville comme cela s'était produit lors de l'incident dit de Black Hawk Down à Mogadiscio, en Somalie, plus d'une décennie plus tôt. Cependant, ils étaient également contraints par la nécessité politique de maintenir les pertes civiles à un minimum. Donc l'utilisation de moyens de feu très lourds comme l'artillerie et le soutien aérien rapproché serait minimale, voire inexistante. Lors de la préparation de l'assaut, les forces américaines ont encerclé la ville selon la phase 2 et ont lancé des frappes aériennes ciblées contre les positions défensives et les lignes d'approvisionnement, affaiblissant la capacité de résistance des défenseurs avant la bataille principale. Les forces américaines attaqueraient ensuite dans 3 zones, divisant les forces irakiennes et affaiblissant ainsi davantage leur pouvoir collectif. La bataille a finalement débuté le 3 avril. Commandé par le major général Bouforcé, Blount, les 1ère et 2e brigades de la 3e division d'infanterie ont attaqué depuis le sud et le nord-ouest, rencontrant une résistance inefficace sur des routes et des ponts intacts pour attaquer leur objectif principal, à savoir l'aéroport international de Bagdad, bien qu'à l'époque, il portait le nom du leader irakien lui-même. L'attaque a été menée par un F-15 E-Strike Eagle dont l'équipage a tragiquement confondu une formation américaine avec une irakienne et les a bombardés, tuant le sergent de 1re classe Randy Wren, le sergent Todd Robbins et le spécialiste Donald Hawks, ainsi que blessant 5 autres. L'aéroport n'a pas été pris facilement, il ayant bénéficié d'une très forte protection de ce que les Irakiens avaient laissé dans la ville, mais à la fin de la journée, il était entre les mains des États-Unis. Mais ce n'était pas la fin du combat. Durant la nuit, des chars irakiens T-72, appuyés par des mortiers et des snipers, ont contre-attaqué la position de la 1re brigade. Au moins, un véhicule de combat d'infanterie Bradley a été touché par un obus de 125 mm provenant d'un T-72. Au cours du combat, le sergent-chef Paul Ray Smith a été tué au combat dans une action qui a abouti à l'attribution posthume de la 1re médaille d'honneur de la division depuis la Seconde Guerre mondiale. Le lendemain matin, les unités blindées des Marines américains du 2e bataillon de chars du corps ont affronté des membres de la division Al-Nida de la garde républicaine, qui étaient soutenus par un certain nombre de combattants étrangers autour de Tua Bay. La bataille avec ces troupes d'élite a été aussi difficile qu'ils l'avaient prévu, mais à la fin de la journée, ils avaient été rendus inaptes au combat, bien qu'ils aient réussi à détruire 3 chars M1 Abrams avant cela.
Le renseignement américain surveillant les mouvements de troupes irakiennes à l'intérieur de la ville a commencé à remarquer un grand nombre d'Irakiens abandonnant leur position défensive préparée, les amenant à supposer correctement que l'armée irakienne faisait face à des désertions massives. Par conséquent, le 5e avril, la 2e brigade de la 3e infanterie a mené un raid visant à leur permettre de se joindre aux troupes occupant l'aéroport et en outre pour tester l'efficacité des défenses irakiennes restantes. Cette décision répondait aux exigences de la 4e phase du Major Fiore pour capturer une ville. Cependant, avec le recul, aucune des phases précédentes n'avait à ce moment-là été réalisée, notamment l'isolement de la ville, car les Irakiens et un nombre croissant de combattants étrangers étaient toujours en mesure d'entrer ou de quitter la ville. L'opération a commencé au sud de Bagdad et a vu la force avancer sur les routes principales avec des véhicules blindés et des chars M1 vers leur objectif. La résistance irakienne s'est avérée désorganisée et relativement inefficace, entraînant peu de pertes, la plus notable étant un char M1 qui a dû être abandonné en raison d'un impact explosif à l'arrière du char plus faible qui a pénétré une cellule de carburant et a mis le moteur en feu, bien que pas avant que l'équipage ait pu s'échapper indemne. Le char lui-même a été plus tard achevé par l'US Air Force pour l'empêcher d'être récupéré par les troupes irakiennes. Le raid a été salué comme un succès et est devenu connu sous le nom de Thunder Run dans les cercles américains. Au cours des 48 heures suivantes, les services de renseignement américains ont surveillé les Irakiens renforçant leurs mesures défensives autour de l'itinéraire emprunté lors du Thunder Run, anticipant correctement que la 2e brigade effectuerait une autre percée blindée à travers la ville. Commandée par le colonel américain David Perkins, la 2e brigade a lancé son 2e Thunder Run le 7 avril, mais malgré les fortifications ajoutées, ce 2e run a été sans doute plus réussi que le premier. Cette fois, l'objectif était le quartier gouvernemental, qui est tombé remarquablement rapidement, entravant sérieusement la capacité des Irakiens à continuer à organiser leur défense, bien que les forces américaines n'aient pas réussi à capturer la cible numéro 1 en Irak, Saddam Hussein lui-même. Au moment du 2e Thunder Run, les principaux combats qui faisaient rage dans la ville se déroulaient à 3 grandes intersections routières, les commandants américains donnant à ces zones les noms des principaux personnages de la troupe comique, les Three Stooges, à savoir Moe, Larry et Curly. Le soir du 7e, les forces américaines ont commencé à diffuser des messages pour que les troupes irakiennes restantes se rendent, mais la demande est restée sans réponse car il ne restait presque plus de gouvernement efficace pour donner des ordres dans un sens ou dans l'autre. Cependant, malgré ces succès, les troupes américaines qui se battaient à l'intersection la plus au sud, surnommée Curly, se sont retrouvées engagées dans l'un des combats les plus féroces de toute la bataille, principalement contre les troupes de la garde républicaine spéciale et des volontaires venus de Syrie. Le combat a duré plus de 18 heures, mettant presque les troupes américaines à court de carburant et de munitions jusqu'à l'arrivée d'une force de secours, leur évitant un désastre. Dans l'un des mouvements les plus spectaculaires des Irakiens, ils ont réussi à tirer un missile balistique de surface à surface sur le quartier général de la 2e brigade de la 3e division, tuant 2 soldats, le soldat de première classe Anthony Miller et le sergent d'état-major Lincoln Hollingshead ainsi que 2 journalistes, Giulio Parado et Christian Liebig. Ils ont également blessé 15 autres personnes et détruit divers véhicules militaires. Le 8 avril, une force d'environ 500 soldats irakiens, y compris la garde républicaine d'élite, a lancé une contre-attaque féroce à travers le pont Jumuriya, forçant une partie de la force américaine sur le côté ouest de Bagdad à se retirer initialement. Les troupes américaines ont fait appel aux Zadis War Dogs pour d'abord freiner l'assaut puis repousser les Irakiens. Avant l'implication des États-Unis en Afghanistan et plus tard en Irak, il y avait eu un effort actif pour retirer le Warthog, mais maintenant il était devenu aussi précieux que de l'or, fournissant un soutien aérien rapproché. Pourtant, malgré sa robustesse légendaire, un seul Athènes a été perdu à cause du feu au sol irakien lors de l'effort, lorsqu'il a été touché par un missile solaire lancé à l'épaule. Le matin du 9 avril, Saddam Hussein, accompagné de quelques-uns de ses amis de confiance restants, a pris autant de trésors nationaux qu'il le pouvait et a fui la ville, esquivant les forces américaines alors qu'elles poursuivaient leurs actions de nettoyage. Il s'enfuirait vers une zone extérieure à sa maison de Tikrit, dans le nord de l'Irak, où il se cacherait dans un petit abri souterrain.
Alors qu'ils fuyaient la ville, des scènes dramatiques étaient diffusées à travers le monde des événements qui se déroulaient à la place Firdos, où la milice opposée à Hussein avait descendu sur la statue du dictateur pour la démolir, soutenue par les Marines américains qui avaient initialement drapé le drapeau américain sur la tête de la statue avant qu'on leur ordonne de l'enlever. Cela a marqué l'achèvement de la phase 4 de l'opération. La ville était maintenant sous contrôle américain, permettant de lancer la phase 5. Le transfert de la sécurité et des services de la ville aux États-Unis avec une certaine urgence. Les Irakiens de la ville s'étaient vite mis à piller et la violence était omniprésente. Même les hôpitaux n'ont pas été épargnés, forçant certains médecins à commencer leur tournée avec des fusils d'assaut AK-47 juste pour se protéger eux-mêmes, leur personnel et leurs patients. De nombreux Irakiens, fatigués de la persécution de Hussein pendant plus d'un quart de siècle, ont exprimé leur colère contre les symboles de son régime et ont ciblé ceux qui y avaient travaillé. Alors que Hussein lui-même avait abandonné la ville, son régime et ses troupes n'avaient pas capitulé. Ils se sont plutôt fragmentés pour former des groupes insurgés qui continueraient à harceler les troupes de la coalition au cours des mois et même des années à suivre. Les attaques de tireurs d'élite, les embuscades et les engins explosifs improvisés, appelés engins explosifs improvisés, entraient à jamais les troupes chargées de mettre en œuvre la phase 5. L'aéroport de Bagdad serait notamment le théâtre de nombreuses attaques, y compris par des insurgés armés de missiles solaires portables de l'ancienne armée irakienne. Le 1er mai 2003, un S-3 Viking a atterri à bord du porte-avions United States Ship Abraham Lincoln qui revenait d'opérations de combat dans le golfe Persique. À bord se trouvait le président Bush, qui a prononcé son désormais tristement célèbre discours de mission accompli à l'équipage et aux journalistes rassemblés. Dans le discours, Bush déclarerait, je cite, « Les principales opérations de combat en Irak sont terminées. Dans la bataille de l'Irak, les États-Unis et nos alliés ont prévalu. Nous avons un travail difficile à faire en Irak. Nous rétablissons l'ordre dans les régions du pays qui demeurent dangereuses. Notre mission continue, la guerre contre le terrorisme continue, mais elle n'est pas sans fin. Nous ne connaissons pas le jour de la victoire finale, mais nous avons vu le tournant de la marée. » Pourtant, malgré ces paroles optimistes, Saddam Hussein était toujours en liberté et ne serait appréhendé que le 13 décembre, plus de 7 mois plus tard. Pendant ce temps, l'insurrection ne faisait que croître alors que les fondamentalistes islamiques dépeignaient l'invasion et l'occupation ainsi que les opérations de l'OTAN en Afghanistan comme une croisade chrétienne contre l'islam. Cela a entraîné des milliers de combattants étrangers affluant pour combattre les troupes de la coalition et le nouveau gouvernement irakien installé par l'Occident et influencerait directement la montée du groupe État islamique. L'histoire de l'Irak et les retombées de la liberté irakienne continuent d'être écrites, tout comme l'histoire de Bagdad et son rôle dans l'avenir de la région.